Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, vous regardez Tam Tam. Si je vous dis Tina, vous me répondez Turner ou Arena, pas forcément Margaret Thatcher. Pourtant, cet acronyme, vecteur de nombreux fantasmes, désigne bien la célèbre expression de la Dame de Fer « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative au modèle dominant, au productivisme, au triomphe du grand capital au détriment de notre planète et de tous les êtres qui la peuplent. Ce soir, dans Tam Tam, nous vous emmenons à la rencontre d'Olivier Bonfons. Économiste, militant, chercheur et altermondialiste, il est l'auteur du livre « Il faut tuer Tina », au cours duquel il nous invite à rompre avec le fatalisme et à nous rappeler que des alternatives au capitalisme et à la pensée unique néolibérale existent. Olivier Bonfons, c'est notre belle rencontre de la semaine. Olivier Bonfons, bonjour et je suis ravie de vous retrouver ici dans le Théâtre National. Alors on va peut-être expliquer un petit peu plus tard pourquoi on se trouve dans ce lieu, mais on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous proposer de regarder une image et de la commenter. Et oui, c'est Margaret Thatcher qui dit sa célèbre expression Tina. Elle l'a exprimée pour la première fois en 1978. Et en fait, à cette époque-là, on rentre de plein pied dans ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et aujourd'hui, on entend des représentants politiques français, belges, espagnols qui continuent à dire « il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de solution, on est obligé de continuer à appliquer de l'austérité, à réduire les dépenses. » On le sent, hein, cette phrase, elle vous titille quand même. Tout part de là, de votre engagement au final. Le système néolibéral, pour vous, c'est clair que ce n'est pas la seule possibilité. Il y a d'autres voies possibles. Et finalement, aujourd'hui, vous mettez énormément d'ardeur à ce que les gens comprennent qu'il y a d'autres voies possibles. Il y a un mot que vous n'acceptez pas, c'est le mot fatalisme. Il y a un célèbre poète chilien, Pablo Neruda, qui dit ils pourront couper toutes les fleurs, ils n'arriveront jamais à supprimer le printemps. Hein? C'est très joli. Bah oui, et donc ça, moi et tous les militants, les activistes, on s'inscrit dans cette dynamique-là. Et pour vous, le problème du fatalisme, c'est quoi? C'est qu'il vient brider l'esprit à un moment donné, qui nous empêche de penser qu'on peut devenir acteur nous-mêmes? Ah bah oui, ça c'est certain. À partir du moment où on pense qu'on n'y arrivera pas, que la meilleure des choses, c'est de fermer les yeux sur les injustices parce que c'est impossible de les changer, ben, ça pousse énormément de gens dans ce que j'appelle, moi, l'indignation passive. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait conscients que le monde dans lequel ils vivent est totalement aberrant et injuste, mais pour quelle raison on se mettrait en mouvement puisque, de toute façon, on pense qu'on ne peut pas bouger. Et donc, lutter contre le fatalisme et montrer que c'est possible, c'est un obstacle fondamental qu'il faut rompre pour pouvoir mettre les gens en mouvement et passer, disons, de l'indignation passive à la mobilisation, à la militance active, quoi. Et pour inviter les gens à faire ce chemin, vous avez coordonné la création du site bonnenouvelle.be, qui est un site en fait qui montre plein de choses qui vont bien. J'essaye justement de mettre en évidence que contrairement au discours « Tina, there is no alternative », il y a beaucoup de solutions qui sont simples, crédibles, cohérentes et qui pourraient être mises en œuvre s'il y avait du courage politique. On a voulu aussi mettre des exemples très concrets qui montrent que ces solutions-là, ce ne sont pas simplement des solutions abstraites, qu'elles se concrétisent aujourd'hui, ici et maintenant, à différents endroits de la planète, à différentes échelles. Et par exemple, une victoire, c'est quoi, concrètement? La plus récente, c'est ce qui s'est passé au Canada. Au Canada, ils viennent de lancer un grand programme qui permet aux médecins au Canada de prescrire des visites de musées gratuits pour les malades. Parce qu'on a démontré depuis des années qu'il y a un lien entre la santé et l'art. Et donc ça, c'est vraiment une petite mesure qui ne change pas la face du monde, mais qui montre qu'on peut avancer dans la bonne direction. Et moi, par exemple, je suis pour dire, en Belgique, on devrait le faire aussi. Donc si, c'est un valeur d'exemple, en fait, les bonnes nouvelles, c'est ça aussi. Et c'est la raison d'être du site, c'est de montrer qu'on peut s'en inspirer, s'en nourrir, pour nous aussi créer l'alternative et le changement chez nous. Exactement, c'est vraiment rendre visible et concret ce slogan qui dit qu'il y a d'autres mondes possibles. Et ça lutte contre le fatalisme puisque ça nous permet de dire « Ah oui, il y a des choses intéressantes qui se passent ». On va venir tout de suite à parler du livre. Il faut sauver Tina, donc c'est le livre que vous avez publié. Alors c'est 200 propositions concrètes pour rompre avec le fatalisme et changer le monde. Mais c'est un livre que vous avez mis longtemps à faire paraître, mais qui vous tenait à cœur justement. On vient de le comprendre, pour lutter contre ce fatalisme, mais aussi donner des clés de réflexion. Le rôle de ce bouquin et du site, c'est de dire que
il est tout à fait possible de sortir de la crise par le haut. Le monde qu'on veut, c'est un monde où la justice sociale, le respect des écosystèmes et la démocratie doivent être au cœur de notre modèle économique et social. Et vous le soulignez, ça passe par beaucoup de secteurs, vous l'avez notamment souligné, donc la culture, elle a un rôle à jouer là-dedans. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à être aujourd'hui finalement dans le cadre du Théâtre National pour cette interview. C'est vous qui l'avez souhaité parce que vous trouvez justement que la culture, c'est un formidable finalement allié pour porter des réflexions. Vous participez et collaborez déjà avec des artistes et on va en parler tout de suite avec notamment le Raoul Collectif qui a une pièce Rumeurs et Petits Jours dans laquelle vous intervenez pour des conférences, débats à la suite de leur pièce. Donc je vais vous proposer de pitcher très rapidement, allez, en 2 phrases, quelle est la pièce Rumeurs et Petits Jours, et puis on va regarder un extrait vidéo d'une interview des auteurs de cette pièce. Cette pièce est vraiment excellente, je la conseille à tout le monde, il y a beaucoup d'humour, c'est une critique du néolibéralisme et des valeurs qu'il porte, notamment l'individualisme, la compétition, la concurrence, la recherche du profit, etc. Et c'est vraiment une analyse critique de cette puissance du néolibéralisme et aussi la manière de lutter contre ça. Je me suis rendu compte qu'à un certain moment, le libéralisme du fric trouve toujours comme limite les limites justement qu'impose le fric. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fric de droite et de fric de gauche, il y a le fric tout court. On s'est intéressé au récit et au récit notamment de la pensée néolibérale. C'est un récit qu'on nous raconte, qu'on a accepté de croire. D'autres récits sont possibles et en effet, comme pour rejoindre ce que disait Benoît, quand on change le point de vue, quand on va vers un autre récit, c'est aussi par ce biais-là qu'on peut rentrer d'une certaine manière en résistance avec la pensée dominante, la pensée majoritaire. C'est aussi la question du sens critique par rapport à l'affirmation. Oui, c'est le sens critique, sauf qu'en effet, un récit est tellement dominant qu'il anesthésie le sens critique. Et donc c'est aussi en ça qu'on se réjouissait de mettre la pensée au plateau, c'est que en fait, on constate elle a besoin de silence, elle a besoin de temps, c'est comme un moteur diesel, elle a besoin des autres pour changer de direction, et donc la critique, elle se fait aussi collectivement. Et donc ce récit qui est dominant aujourd'hui, il faut aussi le préciser, c'est le récit des puissants. Tina est utilisée par les puissants et par une élite. En fait, Tina, on ne peut pas la tuer, mais on peut, plus que l'oublier encore, la déconstruire, et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire dans le spectacle. Alors on le voit, il parle directement du rôle que la culture peut jouer, justement comme vecteur de réflexion à un moment donné, pour remettre en question des choses auxquelles on croit, etc. C'est un rôle de la culture que vous soutenez aussi, ce rôle-là de la culture? Oui, donc ça, moi je le dis vraiment depuis des années, en Belgique et en Europe, je pense qu'on devrait faire un gros effort pour remettre et mettre la culture, l'art et les artistes au cœur des luttes sociales. Personnellement, moi j'ai eu l'occasion de l'expérimenter à plusieurs reprises et ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, quand une pièce artistique, des groupes de musique ou n'importe quelle autre forme d'art se connecte avec le mouvement social, eh bien ça démultiplie la force du message, ça ouvre de nouvelles portes. Et donc pour moi, la collaboration avec le Raoul Collectif, par exemple, c'est une chance et un honneur de pouvoir connecter à un travail, disons, vraiment intellectuel de livre avec une pièce dynamique. Et des gens viennent au départ pour s'aérer l'esprit, eh bien ils s'aèrent l'esprit tout en éveillant toute une série de choses qui n'auraient peut-être pas pu passer si simplement ils avaient été à une conférence ou quoi. Et donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est une fusion vraiment très intéressante. Alors peut-être que pour conclure cette émission, on peut se dire que le premier acte qu'on peut faire d'abord dans les propositions concrètes, c'est peut-être celui déjà de se mettre en réflexion, d'arriver à se dire qu'on n'est pas obligé de prendre tout pour acquis et qu'on a tous un pouvoir de changement. Oui, en fait, là, tu m'invites vraiment à parler de mon dernier chapitre du livre, le chapitre 19, qui s'appelle « Et moi dans tout ça », qui est une manière de répondre à beaucoup de gens qui m'ont posé cette question en disant « Toi, tu milites à gauche, à droite, mais moi, qu'est-ce que je peux faire concrètement ?» Et donc, ce chapitre-là, pour moi, il est vraiment très important. Et la première chose que tu viens de souligner, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le fait de dire que s'intéresser au monde, c'est déjà commencer à agir. Il y a Jean Ziegler qui dit notamment « Comprendre, c'est déjà commencer à lutter ». Et donc, lire un livre, aller au théâtre, discuter avec ses amis des injustices et de voir comment on pourrait les changer, ça fait déjà partie intégrante de l'action. Ça, c'est une première chose. Puis après, je dirais qu'il y a 3 autres choses très importantes. C'est l'action individuelle, les initiatives locales et les revendications globales. Même si
disons, la transformation d'une société, ça viendra par l'action collective. Les actions individuelles sont très importantes. On ne peut pas d'un côté revendiquer un autre monde solidaire, égal, etc., si au quotidien, on se comporte de manière scandaleuse, irrespectueuse, etc., avec les autres. Et puis après, le deuxième niveau, c'est les initiatives locales. Il faut absolument travailler avec les autres. On peut agir seul, mais ça ne suffit pas. Et donc, participer à des initiatives locales, et ça, il y en a énormément, à chacun de nous de trouver dans lequel on s'implique. Alors bien sûr, là aussi, ce n'est pas suffisant, parce que nous avons besoin de pouvoirs publics qui mettent en place des politiques globales au service de l'intérêt général et des défavorisés et des opprimés. Nous avons besoin de politiques publiques qui sont cohérentes et crédibles et qui changent le visage de nos sociétés. Et donc il faut aussi s'impliquer dans des organisations qui revendiquent un réel changement global de société. L'action individuelle, les initiatives locales et les revendications globales, elles doivent former un ensemble cohérent et s'articuler de manière dynamique. On ne peut pas se contenter de petites mesures et de petites victoires, il faut les articuler entre elles pour pouvoir construire un mouvement social très fort qui change le visage réellement de nos sociétés. Donc c'est une invitation à agir individuellement, puis collectivement, et à remettre ensemble en question finalement le modèle global que vous nous lancez aujourd'hui. Et ben, je vous remercie. J'espère que ça donnera envie à plein de gens de se lancer dans l'aventure aussi, de se dire qu'à un moment donné, on peut aussi prendre nous les choses en main. Et bonne vie à ce livre et toutes les conférences que vous donnez. J'espère qu'elles inspireront aussi beaucoup de gens. Merci. Merci Catherine. Olivier Bonfons, Il faut tuer Tina. Pensez-y pour Noël, c'est dans quelques jours. Et quant à nous, on se retrouve après les fêtes de fin d'année pour une nouvelle année palpitante de Tam Tam. À l'année prochaine. Ciao!